Bonjour et bienvenue à l'acte 2 de la semaine du tribunal de l'actualité, votre rendez-vous de lundi au vendredi pour juger les faits majeurs de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Merci d'être fidèle au programme de Twi TV et Watt FM Média sur lesquels vous suivez ce programme. Nous sommes également accessibles à travers les plateformes Facebook et YouTube. Je suis Adam Khaled Ouedraogo, président de cette essence. Avec moi sur ce plateau, les juges au siège, Bernard Bougma Geoffroy Vaha, bonjour et bienvenue. Bonjour Président Ouedraogo, bonjour juge Vaha, bonjour Madame, Monsieur. Bonjour juge Bougma, bonjour Président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Rendu officiel lors du compte-rendu du dernier Conseil des ministres, les taux de réussite nationale des examens du certificat d'études primaires CEP et du brevet d'études du premier cycle BEPC, session 2021 continuent de faire des gorges chaudes. Les taux de succès national du CEP en 2021 est de 59,34% contre 66,6% pour 2020. Pour le BEPC, le taux passe de 36,47% à 27,87%. Qu'est-ce qui peut expliquer la baisse de ce pourcentage? Le diagnostic des juges dans un instant. Nous allons également, lors de cette convocation, nous intéresser aux propos du président nigérien sur la situation au Mali et également la gestion du pouvoir par les militaires. Est-ce que cette déclaration va faire naître une crise diplomatique entre le Mali et le Niger? Décryptage et analyse des juges après les avant-propos. Et pour la partie avant-propos, nous allons donner la parole au juge Bougma. Qu'est-ce qui a retenu votre attention pour cette deuxième convocation de la semaine du tribunal? D'abord, la Côte d'Ivoire, où les gens ont trouvé un savant montage, effectivement, qui illustre bien la situation. Ils mettent des équipes en opposition. En 1995, Alassane Ouattara, Laurent Gbagbo contre Henri Konan Bédié. En 2010, Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié contre Laurent Gbagbo. Et en 2021, Laurent Gbagbo, Henri Konan Bédié contre Alassane Ouattara. C'est-à-dire que la boucle est bouclée. Et donc, ce sont à cause de ces messieurs que des jeunes Ivoiriens également acceptent de se faire tuer. Et après, c'est vous et votre famille qui en payez le prix, avec ce qu'il y a comme difficultés et rebondissements aussi à avoir. Et hier, j'ai vu aussi la sortie de Adama Bictogo qui dit que le couple Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié est une alliance de dupes qui peine à trouver un projet convenable au-delà de ce que le RHDP fait déjà pour les Ivoiriens. C'est le résultat de deux hommes du passé et dépassé. Bon, je m'arrête là parce qu'il y a les autres aspects, je ne pourrais pas continuer comme c'est un avant-propos. Et donc, Bictogo reprend en d'autres termes ce que Gbagbo également avait dit d'ailleurs en 2010 de l'alliance entre Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara. Gbagbo avait qualifié l'alliance de contre-nature. Aujourd'hui, lui dit que c'est une alliance de dupes. C'est à peu près les mêmes choses. C'est-à-dire, bon, au final, il n'y a pas de résultat. Bref, quoi. Donc, j'ai dit la boucle est bouclée. Des jeunes Ivoiriens se rangent derrière ces trois messieurs, se font des batailles rangés derrière ces trois messieurs et ont de la peine à vivre ensemble à cause de ces trois messieurs. Mais n'arrivent pas aussi à trouver une alternative par rapport à tout cela. Et donc, c'est un peu cette caricature également que Kakabe avait donnée sur notre plateau. C'est un peu aussi cette caricature que beaucoup également donnent. Donc, c'est une Côte d'Ivoire sur la scène politique prise en otage par trois messieurs qui ont marqué cette vie-là les 30 dernières années, mais qui n'entendent toujours pas lâcher prise et qui tiennent toujours mordicus. Bédié au PDCI, Gbagbo FPI, Alassane Ouattara, RDR devenu RHDP. Et donc, c'est aussi, voilà, Gbagbo est rentré, il dit qu'il parlera pour la vérité, pour qu'ils aillent à la réconciliation. Tout porte à croire que le Woody de Mama également a toujours son mot à dire dans cette scène politique-là. Et quand vous regardez les commentaires, il y a des gens encore également qui sont toujours prêts à en découdre. Donc, tant que ces trois messieurs auront des jeunes qui seront prêts à en découdre pour eux, ils croiront que le destin du pays leur est lié et que sans eux, on ne peut pas faire sans. Que ce soit dans leur camp, que ce soit dans la Côte d'Ivoire de façon générale. Donc, toute opposition venant de l'intérieur ou un vent contraire qui va souffler contre ces messieurs, même de l'intérieur, vous êtes pris pour un paria et tout, et voué aux hégémonies avec tout ce qui s'ensuit. Kakabe au niveau du PDCI RDA
Soro, RDR, bon, RHDP avec tout ce qui s'ensuit, même s'il n'était pas RDR bon teint comme on le dit, bon, ben, c'est quand même quelqu'un qui a été candidat en 2000 aux législatives avec Henriette Dagri Diabaté, donc c'est quand même quelqu'un, un ancien aussi du RDR, là il ne faut pas le nier. Donc au FPI, c'est là, on n'a pas vu un jeune tenir tête forcément au ténor, en dehors d'après-crise ou à fin d'essence assumer autrement avec les résultats également qu'on connaît. Donc, tant que ces messieurs-là, même à l'intérieur du parti, nous n'aurons pas des gens pour leur dire la vérité, mais nous aurons quelques courageux pour tenter une opposition qui n'ira pas loin. Ils vont toujours continuer de rêver que la Côte d'Ivoire leur appartient. Donc, c'est ça aussi la leçon. Et ce qui est marrant, c'est que des jeunes acceptent encore, je dis bien, pour ces messieurs-là, sacrifier aussi leur propre avenir et en même temps créer des crises politiques. C'était mon avant-propos et vivement que les Ivoiriens tirent leçon de ça. Le deuxième avant-propos, c'est le Burkina. Sur le terrorisme, la vidéo d'Emmanuel Macron d'ailleurs est devenue virale. Je prends un extrait en ce qui concerne le Burkina. Il dit: quand on a des milliers d'écoles qui ferment à cause du terrorisme, on se prépare à une génération dans un état dramatique. Et donc, il continue, ça c'est un extrait, un autre extrait. Il n'y a pas de présence à proprement parler. À proprement parler. Ça veut dire que ce n'est pas une absence non plus. Il n'y a pas de présence à proprement parler des Barkhane sur votre sol, donc parlant du Burkina. Les dégradations que vous observez sur le plan sécuritaire ne sont imputables ni à la présence de Barkhane, puisque nous ne sommes pas. Cela montre quoi? Un terrorisme qui descend vers le sud depuis plusieurs années sur le sol burkinabé. La difficulté de mener plusieurs opérations complexes, mais surtout de groupes terroristes qui prennent une autre forme. Parce que, soyons clairs, les phénomènes que nous voyons de plus en plus sur le sol burkinabé sont des phénomènes où les terroristes vont convaincre des gens qui sont dans la grande pauvreté sur une base, je dirais, ethnique et ou économique. Je m'arrête là parce que, bon, c'était mon propos. Donc, il y a une part de vérité là-dedans. En tout cas, on n'a pas une cellule de Barkhane chez nous. On a eu par moments des opérations conjointes ou parfois aussi des opérations suspectes, à tel enseigne que notre état-major à un moment donné a menacé d'abattre des aéronefs qui volent notre ciel sans nous informer ou sans crier gare. Donc la réalité aussi, elle est là implacable. Et même dans la suite de son intervention, il a dit qu'il y a la coopération militaire effectivement entre les deux pays. Effectivement, l'armée française à Cambouin-Saint, au nom de la coopération militaire, même s'il n'y a pas Barkhane, il y a quand même la coopération militaire qui lie les deux pays depuis les indépendances jusqu'à nos jours. Donc sur la base de la coopération également, on peut s'entraider dans la coopération. Mais au Mali, il y a Barkhane, mais l'armée malienne, on sait dans quelles conditions elle est rentrée aussi à Kidal. On sait aussi comment est-ce que ça s'est terminé quand Moussa Mara a voulu mettre les pieds aussi à Kidal, avec Barkhane également sur le sol malien. Donc, j'ai dit, mais moi je n'en voudrais pas du tout à la France. Nous avons eu à un moment donné de notre histoire des leaders qui nous ont appris à nous assumer. J'ai réécouté ce week-end l'intervention du général Thiomoko Marc Garango, qui parlait de la nécessité de serrer la ceinture, que leur génération serre la ceinture pour un bien-être des Burkinabés, des voltaïques devenus Burkinabés qui allaient venir. Ça n'a pas été suivi. Thomas Sankara, je n'en parle pas. Et nombreux sont ces patriotes-là qui étaient venus quand même pour dire, pour demain, il faut commencer aujourd'hui. Donc aujourd'hui, est-ce que aussi il y a encore une autre génération prête à être courageuse, à se sacrifier pour les prochaines générations? That is the question. Mais je pense aussi qu'on a des hommes, ça je suis convaincu, le Burkina a des hommes et des femmes capables de trouver des solutions même dans cette situation. Certains ne sont pas écoutés et je sais de quoi je parle. Merci, Juge Bourma. Juge Va, qu'est-ce qui a retenu votre attention? Oui, merci, Président. Moi, ce qui retient mon attention, c'est la question que pose Bernard dans son deuxième avant-propos, la question sécuritaire. Et dimanche, l'un des villages de la commune de Bensa a essuyé des attaques, celles d'hommes armés non identifiés. Et ceux qui ont été pris pour cible au premier chef, c'est les VDP. Encore les volontaires pour la défense de la patrie. On parle d'une dizaine de morts, parmi lesquels il y aurait au moins 7 VDP. Et des témoignages, c'est clair que c'est eux qui étaient avant tout visés. Moi, je dis que ça rappelle au moins les engagements du président du Faso. Il a parlé de revoir la doctrine d'emploi des VDP
Et on espère que ça va se faire très vite. Parce qu'au regard des reportages que nous avons pu partager, qui est la réalité de ces messieurs-là qui ont décidé de défendre là où ils vivent, eh bien, les promesses ne sont pas tenues les concernant. Et encore que les conditions dans lesquelles ils évoluent, une arme pour 2 personnes et beaucoup d'autres éléments, ça ne donne pas en tout cas pour nous un message fort de ce qu'on est, une volonté très affirmée de voir les populations participer de façon plus intéressante à leur sécurité elle-même. Donc il y a beaucoup de choses à revoir, il ne faut pas attendre, parce que ces VDP-là, il ne faudrait pas qu'on se leurre, sont dans la ligne de mire aujourd'hui de ces ANI-là. Parce que lorsqu'ils arrivent, et parce qu'ils savent que dans beaucoup de hameaux du pays, c'est du fait de ces VDP-là qui n'arrivent plus à arriver dans certaines zones. Et donc, quand ils ont l'occasion, en tout cas, ils ne lésinent pas. C'est des fous de guerre qui s'abattent sur ces courageux VDP-là. Donc, que la promesse de révision de la doctrine d'emploi se ressent très vite. Et ça, c'est très important. Parce que dans les rangs, il faut le dire de façon très claire, ils commencent à avoir beaucoup de démotivation. Il ne faudrait pas que laisser que cela gagne encore plus de champ. Et on espère que très vite, on va avoir les fruits des promesses qui nous ont été faites lors du dernier discours du président du Faso. Merci, Juge Va. Merci également à l'équipe de réalisation de cette émission, le tribunal de l'actualité. Comme vous le savez, nous sommes en direct et en simultané sur Twi TV et Watt FM. Premier sujet enrôlé pour cette convocation, le taux de réussite national des examens du CEP et du BPC session 2021. On a dit ces taux-là ont connu une nette régression. Alors quand on prend un peu les chiffres, pour ce qui est du CEP en 2021, le taux de réussite était à 59,34% contre 66,6% en 2020. Pour le BEPC, on avait un taux de 36,47%. Et pour 2021, le taux passe à 27,24%. Des chiffres qui ont été révélés lors du dernier Conseil des ministres. Alors, juge Bougma, quand on regarde un peu le déroulé de l'année scolaire, est-ce qu'on est un peu surpris de ce qu'on a comme résultat aujourd'hui? Oui et non. Non, en principe, on devrait avoir un meilleur résultat. Parce que cette année, il n'y a pas eu fermeture des classes pour la maladie à coronavirus. Les cours se sont déroulés de façon sereine. Et donc, on espérait mieux en termes de résultats. Parce que l'année dernière, on a fait mieux. Alors qu'il y avait une crise sanitaire qui était là. Les écoles ont été fermées. Et en même temps, les cours ont continué avec, à un moment donné, de la difficulté seulement pour les classes d'examen. Sauf que quand c'est comme ça, les uns et les autres trouvent des ressources pour rebondir. Donc, les enfants étaient à la maison. Donc, les uns et les autres ont serré les encadrements. Des enseignants courageux, patriotes, se sont investis véritablement pour relever également le défi. Pour dire, c'est vrai, il y a la maladie à coronavirus, mais il faut savoir être résilient. Donc, la conséquence, c'est ce qu'on a vu. Il y a eu effectivement des résultats mieux. Même dans d'autres pays, même la Côte d'Ivoire, les résultats de l'année dernière étaient mieux que cette année. Donc, j'ai dit oui. Et non aussi parce qu'on a une crise qui est passée par là. Une crise scolaire qui a perturbé les cours dans beaucoup d'établissements, qui a aussi précipité l'achèvement de l'année scolaire. La deuxième raison également, c'est que ceux qui ont fait le CM1 l'année dernière, on était obligés de terminer le programme parce que c'est ceux qui étaient au CM2 ou en troisième qui ont continué. Ceux qui n'étaient pas en classe d'examen ont été libérés. Si l'enfant n'a pas eu un coup d'appui pendant les vacances, ce qui n'a pas été effectivement le cas, parce que quand les écoles ont été fermées, elles n'ont ouvert leurs portes qu'à la rentrée. Donc plusieurs mois d'absence, donc plusieurs mois de présence à la maison des enfants, partagés en ennui devant les écrans de télévision, entre des activités de vacances et tout ce qui va avec. À un moment donné, ce sont des enfants qui étaient fatigués de se reposer et qui étaient pressés d'aller à l'école pour rompre avec la routine. Et ensuite, compte tenu du fait que ceux qui n'étaient pas en classe d'examen, mais qui étaient à un pas des classes d'examen, sont allés en vacances depuis très longtemps. Et à la reprise, il fallait achever d'abord
les programmes de ces classes-là avant d'engager le programme de la classe d'examen, naturellement, c'est fastidieux. Ça, en termes de pression sur l'enseignant, c'est beaucoup. En termes de pression et de stress sur l'élève, c'est également beaucoup. Et en même temps, il y a une crise scolaire qui est arrivée, qui a précipité aussi l'achèvement. Donc, les programmes n'ont pas pu être terminés. Et je pense, de mon point de vue, que les explications peuvent se trouver aussi dans cette affaire. C'est pourquoi j'ai dit oui et non. Oui, en principe, mais au regard du contexte et de la réalité du terrain, il ne pouvait en être autrement. D'accord. Alors, juge Va, on a parlé de la crise sanitaire, la situation sécuritaire. On a vu également les manifestations nées des réformes engagées par le ministère en charge de l'éducation nationale concernant le BEPC et la question des curricula. Alors, finalement, à qui imputer la responsabilité de ce taux qu'on a cette année? Moi, avant de vouloir pointer un doigt accusateur sur X ou Y, je pense qu'il faut avoir aussi le courage de reconnaître notre réalité aujourd'hui et se dire que ça a un impact qui est fort. Je pense que tout à l'heure, quand Bernard reprenait les propos de Macron, il y avait beaucoup de vérité dedans. Quand vous allez tout lire, vous allez comprendre. Tout comme aussi, il y a beaucoup de, comme à l'habitude de la France, la façon de traiter un peu de haut ces anciennes colonies, mais qu'à cela ne tienne, ce n'est pas le décryptage d'aujourd'hui. Mais je veux dire qu'il y a une réalité dans laquelle nous sommes, celle sécuritaire, qui pour moi impacte beaucoup plus qu'autre chose. La plupart des élèves dont nous parlons là sont dans des zones qui ne sont pas faciles, qui évoluent dans un contexte nouveau qui n'est pas facile. On a eu la maladie à coronavirus et tout. Je pense que ces deux facteurs permettent au moins de dire que il y a un facteur, je dirais pas exogène, mais il y a une réalité dans laquelle se trouve notre système éducatif qui ne peut avoir d'autre impact que de limiter sa performance. Ça, au moins, c'est très clair. Vous savez, un enfant qui apprend dans la peur, un enfant qui apprend dans l'inconfort de ne plus être chez lui, et qui par des recompositions se retrouve à aller terminer une école ailleurs et à devoir composer, ce n'est plus la même chose. Ça, il faut se le dire de façon très claire. Et puis, avec la maladie à coronavirus, Bernard le disait, on ne va pas le répéter, les programmes qui ont été perturbés, des enfants qui sont restés longtemps à la maison, et après ceux qu'on a fait passer en classe supérieure et tout, il y avait des choses à rattraper. Et dans un contexte qui n'était pas vraiment facile. Donc quand vous regardez cette conjugaison de mauvais éléments, ça ne peut donner que ce type de résultat-là. Maintenant, on pourrait revenir sur qu'est-ce qui a été fait pour résorber l'impact de cette réalité. Ça, c'est un autre débat. Mais de là à dire que X ou Y est le fautif aujourd'hui de ce qu'on est en train de voir, je pense que ça serait vraiment occulter le contexte dans lequel on est aujourd'hui. Et au fond, quand vous regardez pour le CEP, on est à près de 6 points de baisse. Parce que quand vous regardez, je vais ressortir les chiffres. Vous quittez quoi en 2021, on est à 59,34, le taux de réussite au CEP. L'année d'avant, c'est 66,6. Vous voyez qu'on a régressé de 6 points. Ce qui est quand même énorme. Le BEPC, ça c'est encore plus grave. On a pratiquement 8 points de régression. 36,47 en 2020. Cette année, on est à 27,84. Donc, c'est énorme. Et je crois aussi que lorsque on avait les syndicats d'enseignants qui disaient faisons attention relativement à la maladie à coronavirus et qu'on risque de traîner certaines tares au regard de la façon dont on est en train de répondre à cette donne-là, ça va vraiment impacter. On n'a pas vraiment fini les programmes dans les délais, on va faire passer les enfants, il va falloir rattraper ça pendant peut-être les premiers mois, étant entendu qu'il y a des cours qui concernent l'année en question qui devront être dispensés aux élèves et donc qui doivent être évalués à la fin. C'est clair que ça allait impacter. Maintenant, dans le contexte, on faisait comment? Et je pense que c'est mondial. Partout, on a connu cette même réalité-là, où ça a été difficile de garder des élèves dans un contexte non maîtrisé. La plupart des pays, ils ont eu à faire le choix de la prudence
libérer les enfants à un moment donné. Et puis lorsque on commençait à mieux connaître la maladie et tout, on a fait revenir les enfants. Partout, ça a été comme ça. Ça ne pouvait pas se faire sans conséquence. Ça, au moins, c'est pour moi une réalité. Maintenant, vous allez épiloguer, vous allez dire tout ce que vous voulez. Mais même quand vous avez fini de régler ces questions-là, vous avez tenté la question des programmes. Mais combien d'élèves vous avez dans ce Burkina-là qui ont été déplacés? Combien d'élèves vous avez dans ce Burkina-là qui n'ont pas été dans les conditions habituelles du fait du terrorisme? Je le dis encore. Vous savez, pour pas être dans une ville, vous apprenez que de l'autre côté là-bas, vos parents vous disent à chaque fois, bon, c'est pour que bientôt on va partir, on ne sait jamais. Non, c'est pas un contexte qui est bon pour évoluer. Même pour le fonctionnaire, lui-même il s'y cherchait. Donc, je veux dire que ça, c'est une nouvelle réalité dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Mais ça ne devrait pas excuser les offres pour pouvoir résorber. C'est peut-être pour cela que je crois que la question de ce qui est entrevu par le ministre ne soit pas un rendez-vous où on viendra encore faire de la parlotte. Les assises nationales. Les grandes assises, on viendra faire de la parlotte et puis les engagements qui vont en sortir là ne vont pas vraiment être mis en œuvre. J'ai dit, le plus important, c'est de repenser notre système, l'adapter à nos réalités et au contexte nouveau qui est le nôtre. Le terrorisme, ça ne va pas finir aujourd'hui. Et puis, les chocs exogènes, là, on ne les calcule pas, on ne sait pas quand est-ce que ça vient. Personne n'avait prévu la maladie à coronavirus. Aujourd'hui, par exemple, vous allez revenir sur les performances, par exemple, de notre développement. On a perdu au moins 2 points minimum. La plupart même des économies de la sous-région, c'est pareil. Pour ce qui est du taux de croissance. Mais vous allez indexer quelqu'un? Non, c'est un facteur exogène qui est venu. Maintenant, chacun a tenté avec les moyens du bord à tenter un genre de résorption de l'impact. Mais vous êtes impacté, ça, il n'y a pas 46 façons d'appeler la chose. Et c'est dans tous les secteurs de votre vie. Éducation y compris. Et ça, c'est des enfants qui ont payé pour ces choses-là. Facteurs exogènes. Et puis maintenant, on peut rediscuter de ce que l'offre pour résorber l'impact, peut-être pour certains n'ont pas été forcément à la hauteur. Mais il y a d'abord des facteurs qui sont exogènes au système même d'éducation qui font que les performances là ne pouvaient autre que être impactées. Et pour moi, ça, je le redis, il ne faut pas d'abord poser le droit accusateur. Il faut accepter de parler du contexte nouveau dans lequel ces dernières années-là a eu à se faire. Maintenant, quand vous regardez aussi dans le fond les choses, comment on appelle ça, les performances, CEP, les plus belles, c'est à l'Est, 71,52. C'est pas une partie du Burkina qui est épargnée par les attaques terroristes, bien par cette montée du terrorisme. Et quand vous regardez... pour le BPC même pas pour le BPC, vous restez encore dans le cas CEP. Le plus faible taux, c'est 47,97%. C'est où? C'est dans la région du Nord. Donc, vous comprenez aussi que à la fois, les plus grosses performances, vous les avez dans des zones qui ne sont pas épargnées par le terrorisme. Autant, les plus faibles, c'est dans la zone la plus impactée aussi par le terrorisme. Donc, vous comprenez que, bon, il y a peut-être de la résilience dans certains... Vous pourriez le lire comme de la résilience dans certaines zones, mais qui ne sont pas soumises à la même réalité terroriste que celle, par exemple, du Nord, où c'est très rude, où l'impact est clair, c'est là-bas où vous avez le plus bas chiffre. Mais maintenant, quand vous descendez sur le BEPC, là aussi, votre analyse, là, elle ne tient plus. Puisque la meilleure performance au niveau régional est portée par la région du Sahel. 33,38%. Donc, votre première analyse est remise même en cause encore par les résultats du BPC. Et tenez-vous bien, c'est la région des Cascades qui vient fermer la marche avec 24,62% au BPC. Donc, plus rien n'y tient. C'est-à-dire, on est dans une réalité qui est nouvelle, où chacun sent les choses autrement, mais il y a un secteur qui est impacté, comme tous les autres secteurs du Burkina, par le terrorisme et puis par la donne qu'a été le Covid. Alors, juste Bourma, c'est vrai, Val a dit, quand on regarde de très près les chiffres là, il y a des motifs de satisfaction, mais qui sonnent également comme un paradoxe. Quand on prend les meilleurs taux, on les retrouve souvent dans des zones en proie à l'insécurité. Voilà, quelle explication on peut donner à cela? Ce que j'ai dit, dans les endroits où les moments de crise, c'est aussi les moments de résilience. Donc c'est au moment où les uns les autres se disent que ça ne va pas marcher, qu'ils trouvent des explications, des excuses, que les uns les autres trouvent une raison pour effectivement prouver que oui, il y a ceci ou cela, mais on pourra avancer. Je pense que l'explication, elle est simple, mais c'est cela. Parce qu'en ce moment, tous les intervenants,
y compris les enseignants, trouvent des mots pour encourager. Et ici, c'est beaucoup plus le mental de l'enfant qui est travaillé. C'est beaucoup plus sa capacité à faire mieux et de considérer que c'est vrai une insécurité, mais vous devez pouvoir avancer. Et c'est ce message-là également qui va, je pense, d'un point de vue qui fait la différence. Donc, ce n'est pas tant ce qu'il va lui donner, pas les chiffres ni les lettres, ce n'est pas ça sûrement. C'est qu'est-ce qu'on va lui dire quand il sera en classe. Ça, c'est un élément qui est très important. Donc, il y a des enseignants qui ont fait du 100% dans des conditions très, très difficiles. Il y en a également qui ont fait de piètres résultats dans des conditions, je dis bien, très favorables. Donc, il y a beaucoup de facteurs. Maintenant, je dis bien, regardons les résultats de l'année dernière. On a fait mieux que cette année. C'est vrai, les explications que j'ai données peuvent expliquer en partie, parce que des classes qui sont fermées pratiquement depuis le 16 mars, pour ne rouvrir qu'en octobre, mars à octobre, ça fait beaucoup de mois. Il y a cet impact, c'est vrai, mais je dis bien, dans ces moments de crise, les uns et les autres trouvent de l'énergie et de la force pour avancer. C'est cette explication, je dirais, une griffe irrationnelle qui résume tout, quoi. Voilà, donc c'est ça. Mais en même temps aussi, c'est la preuve que même dans l'adversité, même dans la difficulté, on peut trouver des forces pour rebondir. Et donc, si tous les Burkinabés d'ailleurs devaient pouvoir s'inspirer de ce que certains enseignants dans ces zones disent à leurs enseignants, à leurs élèves, je pense qu'on pourra trouver, comme on appelle ça, plus ou moins une solution. Voilà. Mais si on dit, bon, comme ça, vous êtes attaqué, on n'a pas le temps de faire cours, ce n'est pas la peine, c'est bon. Ça va être très difficile. Donc, je pense que de mon point de vue, c'est l'explication, elle est simple. Et là, il faut vraiment encourager et féliciter le personnel enseignant de cette zone, les encadreurs de cette zone. Parce que, je dis bien, c'est un travail qui est éloquent. D'accord. Alors, je l'ai dit, ces chiffres ont été révélés lors du compte-rendu du dernier Conseil des ministres. Alors, après, on a eu tout ce que cela a suscité comme réaction sur les réseaux sociaux. Pour certains, dans la balance, il faut aussi mettre d'autres éléments pour expliquer ce taux-là, notamment des phénomènes extrascolaires. On parle très souvent de consommation de stupéfiants en milieu scolaire. On parle également de consommation d'alcool en milieu scolaire. Est-ce qu'il ne faut pas revoir tout cela ? Parce qu'il y a des chiffres et des témoignages durant toute l'année scolaire qui ont indigné et souvent inquiété parfois. Oui, c'est vrai que vous faites allusion à certaines marques de boissons. Et il y a des gens qui se sont amusés à comparer certains taux de réussite dans certains établissements à certaines marques, par 18%. Ça rappelait Vaudi, le nom de façon très claire, qui est très consommé aujourd'hui par ces petits-là. Et moi, quelquefois, il y a des choses qui me dérangent. Vous allez interdire, par exemple, la marque en question, vous dites, mais les enfants trouveront, comment dire cela, un substitut. Les enfants trouveront un substitut. Parce que c'est pas le seul type de boisson, de bière d'un dosage pareil. Maintenant, vous allez aussi mettre en avant la question d'accès, parce que souvent aussi le problème c'est quoi? Les mêmes parents qui se plaignent là, vous trouvez dans les surfaces là, qui tiennent même les surfaces, mais qui, lorsque l'enfant vient payer, qui lui tend, parce que l'enfant a payé, prend 2 bons cartons, 3 bons cartons, il est bien content, il sympathise, il prend, il finit, il lui donne la monnaie, et puis l'enfant s'en va. Des fois l'enfant vient même dans sa tenue scolaire. Tant que c'est pas son enfant, il se dit, il n'y a pas de problème. Il y a ce que aussi, dans certaines valeurs que nous avons, tant que l'éducation, qui est pour moi le socle, et ces valeurs-là que nous avions là ne reviennent pas, si on ne les a pas, on ne les transmet pas à nos petits, c'est pas interdit une marque de boisson qui va solutionner la chose. Regardez aujourd'hui, et combien il y a des reportages d'enquête qui ont démontré que ces petits-là, aujourd'hui, se permettent de prendre des villas meublées. Ils viennent à 10, 15. Qu'est-ce qu'ils y font? On ne sait pas. Ils viennent avec toutes les marques de boissons que vous allez. C'est pas vous dites seulement, même tous les autres spiritueux qu'on connaît là. Ils les ont, les grosses marques de liqueurs et tout. Ils les ont, ils viennent, ils font la fête et puis après ils sont partis. Et ça, c'est récurrent. Mais qui échoue là? C'est d'abord une question d'éducation, de parents à enfants.
c'est pas seulement la question de l'accès à un produit commercial ou quoi que ce soit. Il y a d'abord une éducation qui ne va pas. Ou les parents aujourd'hui, c'est donner le sou le matin et l'enfant qui passe toute la journée dehors là, et quand il revient le soir, à peine le monsieur il est rentré, il a vu l'enfant, c'est le lendemain et on recommence comme ça chaque jour. Et après, on se surprend à découvrir son enfant autrement. Mais puisque vous le découvrez, vous ne le connaissez pas. Et ça ne peut donner que ça. Et ça, on l'a dans beaucoup de familles aujourd'hui. Et ce dont vous parlez, c'est des grandes villes comme Ouagadougou. Mais ailleurs, vous allez, le gars, il a les sous pour aller prendre ses canettes là-haut. Non, lui aussi, il va aller à sa petite, à sa petite bourse avec les sachets qu'on a maintenant interdits et tout. Donc je veux dire, c'est le contexte nouveau dans lequel on est. Et parce qu'il y a un laisser-aller, il y a un genre de démission des parents aujourd'hui. Mais je dis ça seul ne peut pas expliquer les chiffres qu'on a. On a, c'est vrai, du fait de la concomitance des temps que nous, Africains, vivons, un genre de modernité avec nos réalités où on reste quand même toujours attaché à certaines traditions. Donc, dans cette concomitance des temps-là, on est un peu perdu et on a un peu laissé les enfants avoir tout et tout faire. Et ça, je pense qu'il y a vraiment un gros travail à faire. Il y a là-dessus des interrogations que je pense que les parents même devraient se poser. Et puis, regardez le nombre d'établissements que vous avez qui sont assaillis par des maquis autour. Et ça, c'est un phénomène que l'on connaît. Le monsieur, le débat qu'il y a eu sur le fameux arbre. Mais au fond, on sait qu'il y avait des gens qui venaient boire à côté, là. J'ai dit que tout le monde s'aimait pour un arbre dont on voulait peut-être couper, ce qui pour moi aussi, n'était pas forcément la solution. Mais la plupart de ceux qui posaient le problème là, ils venaient boire dans la buvette juste à côté de l'école là. Ça ne dérangeait pas. Et puis, l'arbre servait de zone d'ombre pour ces messieurs-là. Ils venaient s'asseoir en bas et puis ils avaient l'ombre et puis ils buvaient leur bière alors que l'établissement est à côté. Ça, c'est notre Burkina aussi. C'est ça notre réalité. C'est bon et on est exigeant avec les autres, mais quand ça nous concerne, c'est vous là, vous êtes trop compliqué. Mais tant qu'on va continuer comme ça, là, ça sera le fils de l'autre que vous indexez, alors que lui, il est en train d'indexer votre fils parce que vous-même, votre fils là, vous ne le connaissez pas. C'est ça. Et ça, c'est une question qu'on devrait adresser à chacun d'entre nous. C'est un genre de travail sur soi. Et tant que ça ne se fait pas, les enfants seront le produit de ce que nous avons travaillé à façonner. Ils ne sont que des chiffons qui s'imbibent du liquide du milieu dans lequel ils sont. Sinon, vous avez pressé, ce qu'ils vous donneront, c'est ce que vous leur avez donné. Alors, Juge Bourma, Vahal a dit, ces chiffres-là doivent également interpeller les parents d'élèves, les éducateurs, et aussi engager, je dirais, une réflexion autour de ces phénomènes extrascolaires. On a parlé de la consommation de stupéfiants et d'alcool en milieu scolaire. Oui, là, c'est toute la société qui est mise à l'index. C'est vrai que réflexion, oui, c'est programmé parce qu'il y a les assises nationales sur l'éducation qui arrivent. Actuellement, il y a plusieurs personnalités qui sont désignées pour les réflexions et qui travaillent d'arrache-pied sur cela. Donc, ils sont toujours en conclave. Ces personnalités-là, qui ont des casquettes différentes, sont actuellement en conclave, avec un calendrier très chargé. Et ils sont en train de travailler sur les assises nationales sur l'éducation. Donc, on espère que ce qui va sortir naturellement va permettre de faire bouger les lignes. Mais tant que la société entière ne réalisera pas que l'enfant est un produit de toute la société et non le fruit de l'amour de je ne sais pas moi de X ou de Y qui se sont unis pour mettre au monde un enfant, on va toujours se tromper. L'enfant, c'est le produit de toute une société. C'est pourquoi avant, la société ne s'amusait pas à recadrer dans la rue, parfois même avec de la violence, soit verbale ou physique, parce que quand il deviendra un problème, lui-même il va en pâtir. L'explication, elle est simple. Ce n'est pas que c'est l'enfant de l'autre qui n'aime pas, non. Parce qu'il sait que le jour que l'enfant de l'autre deviendra un problème pour la société, lui-même il risque d'être victime de l'enfant de l'autre. Donc pour éviter que ça arrive, c'est mieux de redresser les choses dès à présent. Et puis c'était simple.
Donc, en son temps, il y a des choses que vous faites. Si une connaissance vous a surpris, vous priez Dieu qu'il vous rosse, mais qu'il ne dise pas à la maison. Parce que lui, il peut régler les comptes. Il dit encore à la maison que j'ai vu votre fils là, il a fait ci, mais moi, en tout cas, je ne me suis pas privé de lui donner quelques claques. Ah, et vous pouvez encore prendre d'autres claques à la maison pour ajouter. Mais ces codes-là n'existent plus. On est passé à toute autre chose. On a travaillé à ce que l'enseignant perde son autorité sur l'enfant, sans qu'on ait pu trouver une alternative. Donc l'enseignant a perdu l'autorité sur l'enfant. Et l'argent roi aidant, dans les privés, on a maintenant affaire à des clients, pas à des élèves. La conséquence, c'est que plusieurs établissements de renom à Ouagadougou ont fermé les portes à cause de l'indiscipline qui y régnait. Alors qu'au début, l'établissement avait bonne presse. Maintenant, ceux qui ne pouvaient pas gérer leur cas impossible sont venus confier à cette école-là. Parce qu'on dit que votre école est bien, vous faites de bons résultats, je vous confie tout petit pour que vous puissiez gérer. C'est que tout petit est ingérable, puisque vous n'avez pas pu gérer tout petit à la maison. Il ne peut pas. Et ça, c'est la situation s'est d'éteindre jusqu'au recrutement même dans les rangs de l'armée. En 2011, un officier supérieur avait dit que l'armée ne recevra plus l'enfant impossible de quelqu'un. À un moment donné, c'était comme ça. Comme ça ne va pas, officier, est-ce que vous n'allez pas trouver parce qu'il ne rentre pas dans la moitié. On l'envoie pour être discipliné là-bas. S'il est indiscipliné à la maison, ce n'est pas évident qu'il est dans les rangs. Parce que là-bas, on va lui enseigner comment devenir militaire. Ce n'est pas pour le discipliner face à un certain nombre de choses. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, mais tant qu'on ne se mettra pas en tête que l'enfant, c'est vraiment le produit de toute la société et que ce n'est pas seulement l'enfant de X ou de Y, ça ne va pas marcher. Parce que l'enseignant ne fera que venir de mettre des lettres et des chiffres dans la tête du gosse de quelqu'un. Il prend son argent à la fin du mois et rentre à la maison. Le boutiquier ou le vendeur de boissons qui sait que il ne doit pas vendre telle marque de boisson à tel enfant qui va venir s'asseoir, boire là-bas, se lever, partir. Ou celui de la table à côté qui ne va pas se gêner. Que l'enfant dise qu'il faut servir ceux-là. Moi, j'ai vu un cas à Gonga où le monsieur dit non, moi, je ne bois pas la bière de mes enfants. Parce que c'est des étudiants qui se sont retrouvés dans un débit de boisson. À côté, il y avait un professeur d'université. Les enfants ne le connaissent pas. Ils disent qu'il faut servir. Il dit non. Je ne vais pas boire. Non. Bon, c'est vrai que, vu votre âge, je ne peux pas m'empêcher que vous preniez une bière en passant, vu votre âge. Même si vous voyez dans le débit de boisson, moi ça me dérange, mais vu votre âge, je peux tolérer. Mais en tant qu'enseignant, je ne peux pas boire votre boisson. C'est le gérant lui-même qui vient négocier. Non, monsieur X, non, vous voyez, ce sont des enfants. Il dit, écoutez, parce que lui, il est en train de perdre un client. Mais est-ce que vous voyez la logique? Il a dit, moi c'est vrai, je garde ton marché, mais je ne vais pas boire la bière de mes enfants. Sous d'autres contextes, oui, mais pas... C'est pas possible. Mais ils sont comme qui réfléchissent à ça. Et ça a interpellé beaucoup qui ont commencé à dire, ah oui, c'est vrai. Ah oui. C'est vrai. Après, maintenant, il y a un qui dit les enfants ne devaient pas venir ici. Alors qu'il était en train de... Il n'avait pas réalisé qu'il ne devrait même pas être là. À plus forte raison, payer la bière pour les voisins. Mais nous sommes dans un tel contexte. Dans un tel contexte. Et puis, on dit, non, du courage, Dieu te bénisse. C'est un enfant béni. Il respecte les anciens. Il honore les anciens. C'est comme ça, c'est pris. Et pour l'enfant, comme tu perds la bière pour donner au doyen, tu as de la bénédiction. Pourquoi on se tonne du résultat? En circulation, il y a combien qui tiennent les boissons, comme on appelle, énergisantes, les boissons alcoolisées en circulation qui sirotent et qui circulent? C'est fait au vieux, tout. Il faut l'interpeller. Donc, mais ça n'a pas commencé maintenant. La déstructuration n'a pas commencé maintenant. Ça a commencé par les fortes sommes d'argent, les armes à feu, la drogue, l'alcool. Ça a commencé petit à petit. Donc, quand ils ont arrêté les activités socioculturelles, les uns les autres sont montés sur le cross. C'est un cas d'épanouissement des enfants. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Allez-y. Le ministère, à la dernière minute, a accordé l'autorisation. Quelque temps après, ce n'est pas dans une soirée culturelle que le jeune l'a poignardé et a Dédougou. Une soirée culturelle d'élèves. Poignard. Il l'a poignardé. A Dédougou tout récemment. La responsabilité de ceux qui ont dit, ouais, allons.
un minimum d'encadrement. Donc, à un moment donné, il faut savoir faire stop, réévaluer les choses et dire c'est quel contenu nous allons mettre sur nos enfants pour demain. Mais là, ça demande du courage et une prise de conscience générale. Donc, on éduque bien nos enfants à la maison, se disant que ce sont les enfants des autres qui ne sont pas bien. Mais quand ils deviendront un danger, ils deviennent en même temps un danger même pour nos propres enfants. Donc quand on prendra conscience, chacun va gérer son gosse. Merci. Alors, peut-être rapidement, avant qu'on passe au deuxième sujet. Oui. Moi, c'est-à-dire, là où ça m'interpelle, ces chiffres-là, parce qu'on est en train de parler, parce que BEPC, CEP, on n'a pas encore les résultats du bac. Oui. Donc c'est vraiment, on est en train de parler de ces enfants-là. On pourrait épiloguer et chercher à s'accuser, à se dire que voilà, c'est ceci, c'est cela. Mais je pense que, soyons honnêtes, il y a deux grands facteurs d'abord. Il y a Covid, c'est un facteur exogène. Il y a la sécurité. C'est les deux grands facteurs. Et puis n'oublions pas que si on commence à avoir des chiffres comme ça qui nous sont donnés pour notre éducation, ça doit nous interpeller. Le Covid là, on tente de donner la solution. J'ai pris en avant-propos la question des VDP et autres. Vous allez comprendre combien de fois la question de la sécurité là, elle est impactante. Et tant qu'on n'a pas donné les bonnes solutions, même les enfants qu'on a qui vont s'asseoir sur les tables pour composer là, ils vont composer dans des situations difficiles. Et ça va donner les résultats que nous avons aujourd'hui. Quand vous prenez Visual Capitalist 2019, ils ont fait le classement des pays qui ont le plus fort taux de jeunes, donc, dont la population est vraiment jeune. Et tenez-vous bien, le Burkina était 9e dans le monde. C'est-à-dire qui compte une population très jeune. Le Burkina est 9e. Je pense que le Niger qui était premier, on a dévancé la Zambie. On est 9e au monde avec, je pense, un peu plus de 44,07% de jeunes, c'est-à-dire de personnes âgées de moins de 15 ans. Mais aujourd'hui, là, cette frange-là, elle vit quoi? Ça veut dire que quand on parle de plus d'1 million de déplacés, dites-vous que, parce qu'on pense de déplacés, nous on voit des femmes, des vieux. Non, il y a 47,7% qui sont des enfants qui ont moins de 15 ans dedans. C'est de ceux-là qu'on est en train de parler comme ça. C'est cette frange-là, c'est cette vie-là qu'elle mène, c'est cette réalité-là qui est la sienne. Dans ce terrorisme dans lequel nous sommes, où on a du mal à apporter des réponses, où il y a une bonne partie qui ne vit pas chez elle, et même, vous savez, ils ont fait beaucoup pour cette année, ils ont fait beaucoup de jurys recomposés avec des centres déployés pour que ces déplacés internes-là puissent venir composer. Moi, j'aurais aimé que, pour avoir une meilleure appréciation, qu'on ait même le nombre de déplacés internes qui ont composé. Vous allez comprendre. Si la proportion augmente, vous savez que c'est des fragiles. On parle d'enfants. Donc, je veux dire qu'on est dans ce contexte-là aujourd'hui. Et je dis, tant qu'on n'aura pas réglé ce problème sécuritaire-là, on aura dans chaque point de notre société, de notre vie-là, des impacts du genre. C'est le BEPC, c'est le CEP, c'est seulement ce qu'on voit comme ça. Mais dans chacune des parties de notre vie-là, on est impacté. Et ça, il faut cette première réponse-là d'abord. Sinon, ça ne va pas aller. Merci, messieurs les juges. Nous allons, en tout cas pour cette deuxième partie de l'émission, attaquer le sujet enrôlé pour cette convocation. Je disais à l'entame de l'émission, le chef d'État nigérien, lors de sa visite à Paris vendredi, a critiqué la propension des colonels au Mali à prendre le pouvoir après des revers militaires. Des propos qui ont indigné Bamako, qui a même convoqué l'ambassadeur du Niger à Bamako. Alors, juge Bougma, est-ce qu'il faut craindre une crise diplomatique avec cette sortie du président nigérien? Non, mais elle est déjà là. Dès lors qu'on a convoqué l'ambassadeur, c'est que la crise, elle est là. Donc maintenant, comment on la gère, elle est, je pense que dans une situation de latence où voilà. En tout cas, il n'est pas ouvert. Mais elle n'est pas ouverte, parlant de crise. C'est pas une crise ouverte avec affrontement et tout, mais elle est là. Sinon, l'ambassadeur ne serait pas convoqué. Et la note qui a suivi, qui a été rendue publique aussi, c'est la preuve qu'on est fâché. Et c'est une crise de nerfs qui est après la sortie du président nigérien. Donc, craindre une crise diplomatique, c'est maintenant l'ampleur de la crise qu'il faut craindre, alors qu'on n'a pas besoin aujourd'hui d'une crise diplomatique après ces crises que vivent ces trois pays, pour ne pas dire ces deux pays. Bon, j'ajoute le Burkina parce que ce sont les trois pays qui font vraiment face à la situation du terrorisme. Maintenant, je parle beaucoup plus des deux. Donc, il faut éviter que dans cette crise militaire, sécuritaire, là, on en vienne aussi à trouver des crises diplomatiques. L'autre explication aussi, c'est qu'il y en a qui n'ont jusqu'à présent pas pardonné les militaires pour ce qu'ils ont fait
en 2012, mais aussi tout récemment ce qu'ils ont fait à Ibeka et à Badglao. C'est c'est aussi la preuve que même au niveau de l'espace UEMOA, au niveau de l'espace CEDEAO, les chefs d'État ne voient pas les militaires maliens d'un même œil. C'est-à-dire le regard n'est pas le même regard de Ouagadougou à Niamey, de Niamey à Accra, Accra à Abidjan. Ce n'est pas le même regard. Donc c'est aussi sinon la sortie, dès lors que vous avez accepté qu'il continue, bon, après c'est ce qui va se passer. Mais quand on est à un sommet de ce niveau, ce niveau de sommet, et que c'est une sortie officielle du chef de l'État voisin immédiat, j'ai dit bien, c'est la conséquence que les chefs d'État certains chefs d'État ne sont pas prêts, entre griffes pour parler comme l'homme de la rue Ouakalès, ne sont pas prêts pour les militaires de Bamako. C'est aussi une piqûre que Assimi Goïta et ses camarades ont reçu. C'est vraiment une piqûre directe qui leur a été administrée et naturellement. Et ça a été désigné que des colonels deviennent ministres ou chefs d'État. C'est tellement, même les grades sont indiqués. Ça dit que la sortie il n'a pas louvoyé. C'est parce qu'il n'a pas cité des noms. C'est tout. Sinon, il fallait dire capitaine Aya Sanogo et puis dire colonel Assimi Goïta. C'est tout. Et puis passer à autre chose, quoi. Donc, c'est cette crise-là qui n'est pas encore finie, alors que la transition malienne, elle n'est plus loin de finir également. Parce que le temps mis dépasse largement le temps qui reste pour terminer cette transition. Alors, parlant des militaires, je reprends les propos du président nigérien. Il dit, je cite, « Qui va faire la guerre à leur place ? Ce serait facile si à chaque fois qu'une armée de notre pays a un échec sur le terrain, elle vient prendre le pouvoir. C'est ce qui s'est passé par 2 fois au Mali. Ce ne sont pas des choses acceptables. » Alors, juge, quand on écoute, Bernard l'a dit, il n'est pas passé par 4 chemins, il a dit tout cru. Est-ce que c'est pas, il n'a pas dit tout haut ce que beaucoup de chefs d'État pensent également tout bas? Je pense que ce qui aujourd'hui, moi je ne veux pas dire chez les Maliens, ce qui fâche la jeune, parce que c'est d'eux qu'il s'agit, c'est bien parce que les propos ont atteint leur cible. Vous savez, ce qui vexe, très souvent, c'est la vérité. Et là, je crois qu'ils se meuvent même de ce que les propos traduisent une certaine vérité. Mais ça, on peut prendre les propos dans l'absolu et puis regarder seulement que le cas malien. Mais ce qui me dérange, c'est que le monsieur, il tient ces propos-là à Paris, à côté de Macron, qui lui-même a conduit les choses au Tchad et puis a accepté que des militaires viennent mettre fin à une constitution parce que c'est des enfants d'eux, et puis ils prennent le pouvoir. On pourrait leur dire, si on enlève la réalité malienne, on peut leur adresser le même message. Mais pourquoi il ne le dit pas? Juste parce qu'il est à côté de Macron qui adoube la façon dont les choses se sont passées au Tchad. Si son problème, c'est les militaires au pouvoir, comme il le dit, à côté de Macron, il aurait dit la même vérité et que la France s'est trompée sur le cas tchadien. Donc, il y a une vérité qui n'est pas dans l'absolu. C'est une vérité sélective. C'est une vérité qui fâche au niveau du Mali, parce que c'est une vérité, mais qui dans l'absolu aussi n'est pas bien tenue par un homme qui est à côté d'un Macron qui, pour moi, est encore en train de jouer un genre de baffe, et c'est Macron qui est le teneur de micro. Disons-nous les choses nettes. C'est vrai que la place des militaires, là, comme on le voit au Mali, ce n'est pas ça. Et puis encore que, il a parlé de 2012, il a parlé de ce qui s'est passé récemment, mais quand vous regardez Ibeka, qui a chassé Ibeka? Ce n'est pas les militaires. C'est d'abord la rue qui a eu raison de Ibeka. Qu'est-ce que les militaires sont venus faire? Ils sont venus voler un combat qu'ils n'avaient pas mené. C'est ce qui s'est passé. Et parce qu'ils avaient la force des armes, ils ont fait plier les autres. Mais ceux qui ont mis Ibeka à terre se connaissent. On connaît ces mouvements-là qui ont battu le pavé pendant longtemps. C'est ça la vérité aussi pour le Mali récent. Mais quand vous prenez les armes à la fin, vous voulez une victoire, mais les armes là, ça sert à quoi? Quand le contribuable le paie, c'est pourquoi? C'est d'abord pour sécuriser l'entièreté du territoire national. Donc ça veut dire que vous avez laissé ce combat-là pour venir nous prendre un pouvoir. Et ça, c'est une vérité. Leur place là, c'est pas là.
Ils ont toujours dit IBK ne fait pas les bons choix, IBK ne fait pas les bons investissements, il y a une corruption qui gangrène le pays, il y a des choix militaires qui sont mauvais. Mais vous êtes là, qu'est-ce qui a avancé dans la situation malienne pour ce qui est de celle sécuritaire? Ils sont en train de se réveiller chaque matin et à se demander comment est-ce qu'on conserve le fauteuil. C'est ça le rôle du militaire là maintenant au Mali. Ça, il y a un problème. Et ça, je pense que les propos ne sont pas tombés dans l'oreille dessous, bien au contraire. Ça a dérangé parce que c'est vrai. Mais c'est vrai au Mali, c'est vrai au Tchad. Si vous êtes honnête avec vous-même, je parle de Bazoum, mais que vous pensez que c'est ce que vous défendez, vous n'avez même pas besoin d'aller à Paris pour dire ça. C'est juste parce qu'on a un Macron qui est à côté aussi. Et je me demande s'il n'applaudissait même pas. Le monsieur là, il faut le critiquer pour la façon dont il a accompagné le coup d'État aussi au Tchad. Et dire que la place des militaires là, ce n'est pas là où ils sont. Il faut le dire aussi à Macron qui a arrangé tout ça. Donc, bon, vérité pour vérité, j'ai dit toujours ça pèse au regard de la bouche d'où ça sort. Mais qu'est-ce que vous voulez? On dit des vérités quand ça nous arrange, et puis on se tait lorsque, bon, celui qui est à côté, c'est lui qui a mis les autres à l'aise. Alors, juste Bourgman, pour certains, les vrais démocrates devront soutenir Bazoum dans sa prise de position, parce qu'avec ce qui s'est passé au Mali et peut-être ce qui s'est passé au Tchad, on peut risquer de voir revenir dans nos États le coup d'État salvateur entre griffes. Oh, mais qu'est-ce qui engendre les crises politiques? Je pense qu'il y a même Bazoum. Il a fallu le coup d'État contre Tandja pour que lui et son maître Issoufou reviennent à la surface, pour qu'il soit là où il est. Et il craint d'ailleurs un coup d'État. Il faut avoir le courage de le dire. Parce que non seulement sa candidature a été controversée, on a vu à quelques jours de son investiture un coup d'État en grippe qui aurait été organisé donc, et éventré. Donc la justice est en train de suivre son cours. Donc c'est aussi en même temps quelqu'un qui, dans la perspective de protéger son fauteuil et d'envoyer un message clair aux militaires, est en train aussi de parler, de protéger et de protéger son fauteuil. Donc c'est aussi un message calcul derrière. C'est un homme politique qui parle, il sait de quoi il parle. Donc il est en train aussi de dire à ses militaires, peut-être dans son pays, qui rêveraient de le faire, de ne pas oser. Et peut-être dans d'autres pays aussi, de ne pas oser. Sinon, le même Bazoum, effectivement, ce qui s'est passé au Tchad, c'est clair. Lui, il a reçu un putschiste, non? Il a même permis qu'il s'adresse aux parlementaires nigériens. C'est vrai ou faux? C'est pas lui qui était aux côtés de Déby Fils, qui est putschiste. Que le président de l'Assemblée nationale tchadienne lui-même écrive pour dire que lui, vu son état de santé, ça m'a fait rire, pardon. Il n'était pas capable d'assurer l'exercice du pouvoir. Donc lui, il s'en démarque. On peut prendre acte. Mais il n'est pas le seul vice-président. Il n'est pas le seul président de l'Assemblée nationale du Tchad. Il y a un premier vice-président. Et un deuxième vice-président. Nous, on a jusqu'à 4 vice-présidents. Toutes ces personnes-là ne pouvaient pas constitutionnellement être mises en scène pour gérer la transition. Même si le président ne peut pas. Mais ils ont tous applaudi. Macron est allé, il a dit ni aujourd'hui, ni demain, la France ne permettra pas à quelqu'un de mettre en cause la stabilité du Tchad. Comment ça? Ça veut dire, putschisme, nous vous soutenons. Il faut avoir le courage des mots. Mais là, Bazoum n'a pas vu. Au sommet de la CEDEAO, il était où? Il aurait fait cette sortie et dire à ses pairs, je ne suis pas d'accord. Et il nous dit, nous également, ressortissants de la CEDEAO, voici ce que j'ai dit à mes pairs et aux militaires maliens, j'ai compris. Mais prendre l'avion, aller à Paris, s'asseoir à côté d'Emmanuel Macron, maintenant, tenir ce propos, eh ben, c'est ça aussi, hein, vous voulez quoi? Ceux qui nous dirigent, c'est comme ça, parce qu'en même temps, dans ce contexte-là, il faut... Donc ça sort comme une prise de position commandée. Commandée, peut-être, je ne sais pas, mais c'est une position que Paris partage, que peut-être qu'il va lui valoir un retour d'ascenseur pour aider naturellement à mieux sécuriser son pouvoir, et peut-être pas, je ne sais pas pourquoi, peut-être pas le Niger, peut-être qu'il le dit en connaissance de cause, mais il y a un calcul derrière. Là, c'est clair, il y a un calcul derrière. D'accord.
Taux de succès national du CEP et du BEPC session 2021, analyse des juges. Nous avons également parlé de la prise de position du président nigérien sur la situation malienne et la gestion du pouvoir par les militaires. Voici les deux sujets qui étaient enrôlés pour la présente convocation. Nous allons mettre un point final à cette audition et à ce jugement. On va se donner rendez-vous demain pour la même mission, poser un regard critique sur l'actualité. Messieurs les juges, merci pour ces clés de lecture. Rendez-vous demain. Quant à vous, chers téléspectateurs, auditeurs, restez fidèles au programme des médias leaders True TV Watt FM.